Avec cette question ce soir, pourquoi Donald Trump séduit-il tant de grands patrons d'entreprise aux États-Unis, mais aussi en Europe et notamment en France? Est-ce sa personnalité, ses méthodes, ou faut-il plutôt y voir une reconnaissance du modèle économique américain? Trump et les grands patrons, l'étonnante lune de miel, une idylle d'intérêt et d'argent, mais jusqu'à quand? Nous allons tenter d'y répondre avec Denis Lafay. Bonsoir, vous êtes Bonsoir. journaliste, auteur du livre Patron, la tentation, Trump, sorti aux éditions de l'Aube. Un livre qui revient vraiment sur cette thématique. On va en parler donc dans un instant. Et en ligne également avec nous et en direct Anne-Sophie Alsif. Bonsoir Anne-Sophie Alsif, vous êtes économiste. Je voulais déjà vous poser une petite question, Denis Lafay, sur l'actualité du jour. Donald Trump qui reçoit Volodymyr Zelensky dans un premier temps. Ensuite, il va y avoir les Européens qui vont entrer dans le tour des discussions. Ce tour de table entre les Européens, Trump et Zelensky, ça fait indirectement écho à votre livre. Pourquoi ? Ça fait écho en effet parce que on voit dans la gestion de la guerre en Ukraine toute la personnalité de Trump, ce narcissisme, cette hubris, cette culture de la transaction, du deal, du rapport de force permanent. Et ça, on le retrouve complètement dans ce qu'il a réussi à développer dans le milieu économique, à la fois à l'intérieur des États-Unis et bien sûr vis-à-vis des autres pays. Et l'Europe, Donald Trump cherche en fait une Europe politiquement faible, très affaibli, et il s'y emploie, y compris en galvanisant les pulsions d'extrême droite dans les formations européennes. Et puis il a besoin aussi d'une Europe économiquement assez puissante, c'est-à-dire assez puissante pour commercer et investir aux États-Unis, pas trop non plus pour ne pas concurrencer les domaines dans lesquels l'Amérique excelle ou qui sont stratégiques pour elle. Donc voilà, finalement, et de voir ces 7 dirigeants accompagner Volodymyr Zelensky pour finalement le protéger, l'escorter, le protéger d'une nouvelle humiliation est assez symptomatique quand même des rapports de force. Et alors en quoi ces rapports avec la géopolitique de Donald Trump est un peu similaire avec ses rapports économiques avec les grands patrons français ou européens par exemple? Alors moi j'ai travaillé surtout sur les patrons et les décideurs au sens large du terme français et sur la base d'une auscultation en fait des échanges, des messages sur LinkedIn et qui sont tout à fait symptomatiques. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre en fait chez des décideurs, je fais très attention, non pas chez les décideurs, mais chez des décideurs, en fait une certaine fascination, d'abord pour son virilisme. C'est un homme qui décide, c'est un homme qui agit, c'est un homme qui est transgressif, qui est audacieux, qui risque. Ça parle beaucoup aux entrepreneurs. Secondo, c'est un entrepreneur lui-même. Alors bien évidemment, on pourrait passer du temps à critiquer son bilan en tant qu'entrepreneur. Mais il parle le même langage. Il parle le même langage. Et en fait, son comportement fait écho à ce que peuvent attendre des entrepreneurs. Ça, c'est ce qu'il est. Puis il y a ce qu'il fait. Là, c'est un petit peu différent. Trump, c'est comme... il apparaît aux yeux de décideurs comme celui qui ouvre la voie à ce qu'ils attendent de leurs dirigeants politiques en France. C'est un homme qui dérégule, déréglemente, dépeuple la fonction publique, démantèle les institutions judiciaires. Et ça, des patrons attendent ce phénomène de dérégulation. Et puis, il y a aussi sa promesse. Sa promesse, c'est de libérer l'esprit d'entreprendre et de libérer la capacité de s'enrichir, les facultés de s'enrichir. Et ça, bien sûr, nombre de décideurs y sont sensibles. Anne-Sophie Alsif, vous abondez dans le sens de Denis Lafay par rapport à cette analyse. Les patrons français, notamment, ils attendent une vision économique comme celle que Donald Trump est en train de tracer. Alors moi, c'est vrai que je serais plus nuancée. Je vais faire la réponse de l'économiste, oui et non. Là où je rejoins tout à fait l'analyse, c'est sur la question de l'entrepreneuriat. En effet, c'est quelque chose qui est mis en avant. Mais là aussi, c'est vrai qu'en France, on voit depuis les 10-15 dernières années, notamment avec la politique de l'offre, on voit que concernant l'entrepreneuriat, c'est vraiment au cœur des préoccupations. Il y a quand même une forte amélioration. Alors vous allez me dire, on partait peut-être de plus loin, c'est vrai. Mais en tout cas, il y a une forte amélioration. Je pense que c'est très intéressant avec Donald Trump, c'est ce qui a été dit, de faire la différence entre ce qu'il représente et ce qu'il fait. Je pense que ce qu'il représente et ce qui fascine et ce qui peut intéresser les grands patrons, même les patrons français, c'est l'aspect vouloir se réindustrialiser, vouloir redevenir une puissance, vouloir remettre en avant l'industrie, l'entreprise vraiment en tant que telle et en tant que
outil productif qui permet d'avoir de la souveraineté pour s'émanciper de tutelle chinoise ou autre. Et ça, je pense que ce soit en France, en Europe, hein, beaucoup d'entrepreneurs sont confrontés à cette concurrence, à ce nouvel échiquier. Et c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui réaffirme, comme il le fait, hein, d'une manière très volontariste, cette volonté de redonner du sens, avoir une nouvelle puissance sur les secteurs stratégiques industriels, sur une puissance américaine, voilà, qui dans plein de secteurs soit leader, c'est quelque chose qui, je pense, fascine en Europe et notamment en France, dans un pays qui est massivement désindustrialisé. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui, à mon sens, entraîne et fait que beaucoup de patrons aiment ce type de dialogue. Après, dans ce qu'il fait, là, attention, hein, que ce soit sur les droits de douane, que ce soit sur la politique économique, là, en effet, hein, comme bien sûr, il y aura des conséquences sûrement négatives, que ce soit au niveau mondial ou européen, je pense que les patrons, même français, sont plus nuancés. Mais justement, Denis Lafay, Oui. comment est-ce qu'on peut expliquer justement que les patrons français s'acoquinent des fois avec lui jusqu'à aller à son investiture? Bernard Arnault, par exemple, était à son investiture en janvier dernier, en famille. Et il est rentré des États-Unis en disant « Je rentre de l'investiture et j'ai vu un vent d'optimisme souffler aux USA ». Et immédiatement, mettant ça en perspective d'une Europe et d'une France encalminées, séquestrées dans leur léthargie, leur incapacité de se mouvoir. Ce que je trouve intéressant quand on parle, par exemple, des droits de douane, ce que déteste avant tout un entrepreneur, et avec raison, c'est l'instabilité, c'est l'invisibilité, parce qu'il ne peut pas décider, entreprendre, développer une stratégie à court terme. Or, curieusement, les patrons n'ont pas manifesté de colère particulière. Parce que certains, donc je dis toujours certains, je suis très prudent avec ça, mais certains, finalement, louent chez Donald Trump sa capacité à défendre les intérêts de sa nation. Et en fait, c'est ce qu'ils voudraient eux-mêmes pour la France. Par exemple, pour la France, aller au-delà d'un modèle passé, ils voudraient un modèle qui soit un peu calqué sur ce qui se faisait aux États-Unis. Et en sachant évidemment qu'on ne peut pas dupliquer en France les singularités du système américain. Et puis on rappelle quand même que, par exemple, Rodolphe Saadé ou Bernard Arnault dont je parlais, ont fait du business dans le passé avec Donald Trump, donc ils le connaissent très bien. Ils connaissent les rouages de l'économie Trump au-delà du président Trump. Bien sûr, mais pour le coup, lorsqu'on écoute les auditions de Bernard Arnault ou de Rodolphe Saadé devant la commission parlementaire là, sur les aides publiques, ils se sont exprimés là-dessus, on ne peut pas contester le fait qu'ils sont aux États-Unis depuis des décennies. Bernard Arnault, par exemple, réalise 25% de son activité aux États-Unis. On ne peut pas demander à Bernard Arnault de se retirer d'un marché aussi considérable. Et c'est la même chose pour Rodolphe Saadé et pour d'autres. C'est plus la manière de considérer les fondamentaux sociétaux de Donald Trump et la manière dont il les déploie finalement dans le domaine économique qui peut poser question. Parce qu'au final, un chef d'entreprise français qui loue à ce point-là, qui admire à ce point-là ce que Trump incarne, ça pose des questions sur le fonctionnement de son entreprise, sur l'identité, sur l'objet de son entreprise, sur la capacité de l'entrepreneur, par exemple, à créer une cohésion sociale, à faire de son entreprise quelle est ce qu'on appelle aujourd'hui cette fameuse raison d'être. Et donc ça pose des questions quand même philosophiques sur l'entrepreneuriat qui sont assez intéressantes. Anne-Sophie Alsif, on va un petit peu modérer tout cela, comme vous l'avez fait tout à l'heure, puisque aux États-Unis, toutefois, il y a de plus en plus de grands patrons qui prennent leur distance avec Donald Trump. Pourquoi? Notamment puisqu'il juge sa politique commerciale contre-productive. Là, ça y est, la tendance commence à s'inverser, notamment dans les métiers de la tech. Alors oui, hein, on se souvient son meilleur ami qui ne l'est plus, visiblement, Elon Musk. On voit les derniers mots d'Elon Musk n'étaient pas forcément très favorables, notamment sur sa politique budgétaire et deux, sur en effet la politique commerciale. Donc là aussi, hein, il faut faire attention entre la fascination sur l'aspect de puissance que peut représenter un président américain et en effet toute sa dialectique de on va redevenir numéro un, on va se réindustrialiser, etc. Et puis ensuite les faits et les chiffres. Notamment par rapport à sa politique commerciale, alors moi c'est vrai que je serais beaucoup plus nuancée de dire ce que veut un entrepreneur, c'est avoir de la visibilité. Un entrepreneur aussi, il veut exporter ses produits et quand il a 15% de droits de douane, je ne crois pas qu'il soit très favorable. Donc non, d'avoir des droits de douane, surtout dans un monde très ouvert, ça pose une vraie question et d'ailleurs ce sont les consommateurs américains qui sont les premiers perdants. On le voit, sans ces politiques de droits de douane, on attendait une croissance américaine à plus de 3,5%. Dans les prévisions les plus hautes, on est déjà à 1,5%, donc on a déjà la moitié
du potentiel de croissance qui est perdu. Donc on voit qu'il y a déjà un impact. Et pourquoi en effet il y a des prises de distance, c'est qu'aujourd'hui cette politique aura des conséquences. Alors pas là au moment où on parle, hein, ça va prendre quelques mois. Et la conséquence, ça peut être, on l'a dit, sur le consommateur américain, moins de demandes. Moins de demandes, c'est moins de carnets de commandes pour les entreprises, pas seulement européennes, asiatiques, mais également américaines. Et quand on voit là aussi, hein, entre les discours, on a un homme fort, les droits de douane, etc., l'objectif, c'était d'annoncer d'avoir une explosion de l'investissement productif aux États-Unis. Aujourd'hui, on ne le voit pas encore. Donc là aussi, il faut faire attention, et je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de patrons prennent leur distance. C'est que sur le bilan économique, hein, parce que quand vous avez une entreprise, c'est ce que vous voulez aussi faire, avoir des clients, des marchés, vous développer. Et bien là, en effet, en tout cas, quand on regarde déjà les premiers chiffres, alors il faudra attendre et voir dans le temps, même si on a bien évidemment une économie américaine qui était très attractive quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, avec des acquis de croissance qui étaient déjà très importants. Donc, c'est pas cette année qu'on va vraiment voir l'impact, mais à moyen long terme. Et là, en effet, il y a des réticences, hein, sur cette politique économique. Et c'est pour ça, à mon sens, on l'a vu, hein, on a vu sur l'effet de cette politique sur l'action Tesla et les conséquences qu'il y a pu avoir juste pour ce secteur d'activité. Beaucoup d'entrepreneurs qui prennent un peu leur distance, ou en tout cas qui attendent de voir l'impact qu'il pourrait avoir sur leur business et surtout sur la demande. Denis Lafay, une dernière question. Je voulais quand même qu'on s'attarde aussi sur un autre point. Ce sont les gens qui entourent Donald Trump. Pour aller dans les dossiers politiques, pour aller sur le terrain, il s'est entouré de grands patrons tels que Steve Witkoff, un magnat de l'immobilier, comme l'homme d'affaires Tom Barrack. On le disait tout à l'heure, sans parler d'Elon Musk. Pourquoi est-ce que toute la galaxie autour de Donald Trump, ce sont d'anciens grands patrons comme lui? Parce que là aussi, peut-être qu'on peut imaginer quand même qu'il y a cette cohérence, cette connexion entre des cerveaux entrepreneuriaux. Et on gère un pays comme une entreprise, en gros. Alors ça, c'est ce que disent aujourd'hui aussi des entrepreneurs français, y compris au sein des syndicats de patronaux en France, qui disent, il faudrait, Bernard Arnault l'a dit lui-même, il faudrait qu'on ait à la tête de l'État, pour la gestion, pas la tête de l'État, pardon, pour gérer les finances publiques, il faudrait un entrepreneur. Donc finalement, ils se retrouvent aussi dans une communion d'intérêts. Et on sait très bien que justement Trump et justement cette oligarchie des grands patrons de la technologie ont une communauté d'intérêts évidente. Merci beaucoup, Denis Lafay, d'avoir été notre invité. Je rappelle votre livre « Patron, la tentation Trump », sorti aux éditions de l'Aube. Et merci à vous également, Anne-Sophie Alsif, économiste, pour ce grand angle consacré donc à l'histoire d'amour, peut-être éphémère, on verra, entre Donald Trump et les grands patrons. Merci à tous les deux.